On se retrouve avec une discussion sur les marchés émergents. Vous vous en souvenez, en début d'année, on a eu beaucoup cette thématique-là, de se dire finalement les marchés émergents, notamment du côté des actions, ont très bien performé. On avait évoqué dans une précédente émission le Brésil notamment. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir en plateau Patrick Zwassel. Vous êtes chef économiste chez PIC-TAM. On va se tutoyer puisqu'on se connaît très bien. Ça sert à rien d'avoir que ce soit superficiel. Je suis ravi que tu sois en plateau. Tu as travaillé pendant de très nombreuses années sur les marchés émergents, donc tu es vraiment quelqu'un qui connaît extrêmement bien cette zone-là. On va aller un peu dans le détail. Comme je l'ai dit, je pense que l'Iran est plutôt une parenthèse pour les marchés, mais j'aimerais avoir quand même ton sentiment d'abord sur quel est le positionnement des pays émergents à l'égard de l'Iran. On sait que notamment, typiquement l'Inde ou encore la Corée du Sud sont très dépendants en termes d'hydrocarbures par rapport au détroit d'Ormuz. Est-ce que ça change ta conviction? Je crois que tu es assez positif sur les marchés émergents. Est-ce que ça change ta conviction et quels sont les risques éventuels justement? Oui, merci d'abord Christopher de m'avoir avec toi, c'est un plaisir. Et oui, je crois que la crise, le conflit du Moyen-Orient va affecter le monde entier, en particulier les pays émergents, à travers plusieurs canaux. Le premier, c'est évidemment la hausse du prix de l'énergie. Et là, c'est vrai que nous, on est parti sur un scénario où on pourrait effectivement classer les différents risques existants dans les pays émergents d'un choc de prix du pétrole de 30%, mais permanent sur une certaine période. Donc ça voudrait dire un prix du baril qui resterait vers les 90 $. Pour une longueur de temps assez importante. Et si on prend ce chiffre, c'est vrai qu'on se retrouve globalement pour les pays qui sont membres de l'indice MSCI avec un choc négatif de croissance de l'ordre de 0,6. Alors, comme tu le disais, c'est effectivement beaucoup plus les pays asiatiques qui vont le subir. Et pour les pays d'Asie, comme on le sait, c'est à peu près 80% de leurs importations qui viennent effectivement du Moyen-Orient. Et la deuxième question, c'est quelles sont les réserves qu'ils ont, combien de temps est-ce qu'ils peuvent tenir avant effectivement de devoir rentrer dans un monde de pénurie et qui va évidemment du coup perturber toute la chaîne de production. La Corée du Sud, je crois, c'est bien positionné en termes de réserves. Corée et Japon, de par leur historique, ils ont plus de 200 jours, donc on parle de 6 à 8 mois de réserve pour ces deux pays. Pour la Chine, les chiffres sont moins connus, mais on est plutôt dans le ordre de grandeur de 40, de 4 mois. Et pour la Chine, elle importe moins, puisqu'on sait qu'elle a accès évidemment au pétrole russe. Oui. Donc l'Inde aussi, puisque l'Inde aussi. Entre jeudi et vendredi, on a le Donald Trump qui a autorisé finalement l'Inde à acheter de nouveau du pétrole russe. Mais l'Inde, effectivement, n'a qu'un mois. Donc, quelque part là-dessus, elle est moins bien positionnée. Ils ont plus de contraintes, effectivement. Mais juste pour rebondir toujours sur cette question iranienne, est-ce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a une frilosité des investisseurs, parce qu'ils sont très nettement venus sur les marchés émergents depuis le début de l'année, est-ce qu'on voit qu'ils se repositionnent? Alors certes, il y a les valeurs refuges comme d'habitude, c'est normal en période de risque géopolitique, mais est-ce qu'on a des flux sortants importants aujourd'hui, par exemple des marchés émergents qui iraient soit sur les bons du Trésor américain, soit sur des actifs en francs suisses? Est-ce qu'on a des données qui vont dans ce sens-là ou rien pour l'instant? Non, alors les données de flux, comme on sait, viennent toujours après les mouvements de prix. Donc en fait, on imagine les données de flux en fonction de ce qu'on observe sur les marchés. Et c'est vrai que ça, c'est des deuxièmes canaux de transmission de ces crises géopolitiques. C'est réduction du risque. Donc on se retrouve dans un monde extrêmement risqué. Et donc on va tout d'abord, on va vendre de manière indiscriminée effectivement tout ce qui est considéré généralement comme des actifs risqués. Et en plus, on va plutôt vendre là où effectivement on a eu des performances élevées. Donc, comme tu l'as mentionné en début d'émission, les marchés émergents ont très bien fait. Donc, c'est un endroit où on peut commencer effectivement à sortir avec des profits. Et c'est seulement après coup qu'on verra effectivement les fondamentaux jouer. Et si effectivement c'est un choc. Parce que en fait, la guerre peut durer longtemps, mais évidemment, ce qui va impacter les marchés et l'économie, c'est toute la production de pétrole et la livraison de pétrole vers le reste du monde à travers le détroit d'Ormuz. Donc, on peut très bien imaginer une guerre qui dure, mais où finalement, on arrive toujours à fournir du pétrole au reste du monde. Et finalement, pour les pays émergents, le choc peut être contenu. Donc pour ta question, je crois que on peut imaginer effectivement que le gros effectivement de la réduction du risque a eu lieu.
et qu'on pourrait retrouver effectivement une phase de normalisation et retourner vers un investissement qui soit plus lié aux fondamentaux. C'est un peu ma vision également. Je voulais aborder, si on sort un peu du spectre Iran, qui est un peu court terme, finalement plus sur du long terme, voire quasiment du structurel. En règle générale, quand on parle des marchés émergents, que ce soit avec des particuliers ou des institutionnels, on va toujours avoir une vision très régionale. Donc on va parler de l'Amérique latine, de l'Asie, parfois effectivement on met à l'écart la Chine. Mais toi, tu as une grille de lecture qui est un peu différente. J'aimerais que tu nous la fasses partager parce que je pense qu'elle est beaucoup plus pertinente pour aborder les spécificités des pays émergents que de se dire l'Amérique latine c'est un bloc, alors que c'est un peu différent par exemple. Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si elle est plus pertinente, mais en tout cas, elle m'aide à mieux comprendre ce qui se passe dans les marchés émergents. C'est vrai qu'au début, évidemment, quand je devais parler des pays émergents et qu'on m'adressait des questions régionales, je me retrouvais régulièrement à dire l'Asie, oui, mais au final, au sein de l'Asie, il faut distinguer différents pays. Et il faut les distinguer parce qu'ils ont justement, effectivement, des facteurs déterminants pour leur économie et leur marché qui sont différents. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est effectivement de regarder le monde émergent en fonction de facteurs macro qu'ils ont en commun. Donc, on va distinguer typiquement au sein du monde émergent, les pays qui sont débiteurs des pays qui sont créditeurs, ce qui est extrêmement important. On sait que les pays qui sont débiteurs vont souffrir dans des périodes où le dollar est fort et où les taux d'intérêt sont élevés. Tu peux nous donner quelques exemples pour nos auditeurs particuliers notamment. Oui, alors les exemples, c'est ça a été typiquement la crise 2012-2013 avec ce qu'on avait appelé à l'époque le QE tapering, qui était donc une réduction des liquidités et donc une hausse de taux qui avait conduit à une forte appréciation du dollar. Et là, on s'était retrouvé dans le monde émergent avec ce qu'on avait appelé la crise des 5 fragiles, oui. Qui étaient l'Inde, l'Indonésie, la Turquie, etc. Ce qu'ils ont en commun, c'est que ces pays-là sont extrêmement débiteurs. Donc leurs marchés sont tombés, les taux sont élevés, etc. Et donc à chaque fois qu'on se retrouve dans ces périodes de choc où le dollar s'apprécie, et c'est généralement des périodes de risque-aversion, enfin d'aversion au risque, mais qu'on ne connaît pas nécessairement maintenant, mais pour des raisons différentes, ces pays-là tendent effectivement à souffrir beaucoup plus que les autres. Donc il faut effectivement allouer plus aux créditeurs qu'aux débiteurs. Pour la deuxième distinction qu'on fait, qui est très facile, qui est de distinguer les pays qui sont très ouverts des pays qui sont très fermés. Parce que là, ce qui va tirer les pays ouverts, c'est évidemment une forte croissance du commerce mondial. Et inversement, quand le monde va moins bien, c'est les pays qui souffriront le plus. Le troisième groupe, c'est un groupe de pays où on va séparer les pays fournisseurs et producteurs de matières premières versus les pays qui sont manufacturiers. Parce que là aussi, le facteur commun, c'est le prix des matières premières, donc qui va effectivement nous aider à distinguer quelles sont les économies qui peuvent faire bien quand le prix des matières premières est effectivement en hausse. Et on est typiquement dans une de ces phases-là. Mais ça va même au-delà de ça, parce qu'en fait, une des caractéristiques des pays à matières premières, c'est d'être généralement très, très concentré sur un seul secteur. Ouais. Et donc, ils souffrent beaucoup plus de chocs spécifiques à ce secteur-là, ce qui rend leur volatilité économique, que ce soit de l'activité ou de l'inflation, très élevée. Et du coup, effectivement, on les tente à traiter sur le marché à un escompte par rapport aux autres pays. Donc, on a généralement des pays qui sont manufacturiers très diversifiés comme l'Inde, qui traitent avec des ratios cours-bénéfices au-delà des 20, et des pays exportateurs de matières pétrolières qui sont plutôt au-dessous des 10. Et donc, pour un investisseur, que ce soit par exemple un institutionnel qui nous regarde, ou encore un particulier, cette grille de lecture peut être aussi pertinente quand même pour essayer d'aborder, parce que finalement, le problème qu'on a souvent en termes d'investissement sur les marchés émergents, c'est que c'est un spectre qui est très très large, qui est beaucoup plus hétérogène quand on regarde dans le détail qu'on ne le pense. Et effectivement, avoir juste une vision régionale, ça peut être en tout cas pas la plus parfaite, la plus optimale. Avec ce type de division, ces 3 divisions, ça peut être intéressant. J'ai une question sur la Chine. Comment se porte la Chine? Alors c'est une question très simple en apparence, mais une réponse compliquée. La Chine, on sort de la réunion du Congrès, donc on est arrivé avec des nouvelles cibles de croissance qui, pour la première fois, descendent au-dessous de 5. Là, on est sur un éventail de croissance entre 4,5 et 5. Et l'idée serait, la première chose serait de dire, tiens, effectivement, l'économie chinoise va pas très bien puisqu'elle ralentit. Alors ma vision en tant qu'économiste, c'est de dire que, évidemment, les 10% de croissance qu'ils ont eu dans les années 2000 sont pas soutenables.
c'est de l'accumulation de capital, etc. C'est des pays qui sont émergents, qui croissent très fortement et là qui deviennent beaucoup plus matures. Donc le rendement sur le capital se réduit. Donc ma vision, c'est que le 4,5-5 correspond grosso modo à ce qu'on a, nous, comme estimation du potentiel chinois. Donc, et qui va continuer à décélérer vers les 4% d'ici 5 ans, etc. Donc ça, c'est la tendance longue et je crois que c'est une évolution totalement normale. Dans le cycle, l'économie chinoise, bon, au dernier trimestre, on a cru à 4,5 en variation annuelle, mais en séquentiel, on était en rebond. Et c'est essentiellement dû au secteur externe. Donc, malgré les tarifs, etc., la Chine a exporté énormément, a pu rerouter ses exportations vers d'autres pays. C'est entre 6 et 7% de croissance des exportations, donc la demande domestique était plutôt faible. Et sur la demande domestique, il y a les principales composantes, et on dit souvent, le problème chinois, c'est de la consommation. Oui, c'est toujours mis en avant. Et en fait, dans le cycle, la consommation va plutôt bien. On est plutôt aux alentours des 5. En fait, c'est la consommation en Chine a complètement changé de figure. On est passé d'une consommation de biens vers une consommation de services. Et il se trouve que les statistiques publiées tout le temps, tous les mois, sont uniquement sur les biens. Donc, qui donnent cette image d'une consommation faible, quoi. Et du côté de l'investissement, on a deux forces. On a l'investissement qui est du côté résidentiel. Le résidentiel va toujours pas bien. Mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui devrait nous freiner d'investir en Chine, parce que le résidentiel, voilà, c'était une période, on a passé à autre chose, on est dans les secteurs à haute technologie, à haute valeur ajoutée, et le résidentiel est un problème pour la consommation justement, puisque c'est une grosse partie de la richesse des Chinois, et donc ça réduit leur confiance, ça réduit leurs dépenses. Donc la raison pour laquelle il est nécessaire absolument de stabiliser le résidentiel, c'est pour des raisons des dépenses des ménages. Et le dernier point, c'est l'investissement manufacturier qui était très très fort, donc qui a tiré dans des secteurs particuliers, on le sait très bien, les batteries, les véhicules électriques, les panneaux solaires, etc. Et qui a été même tellement soutenu qu'on s'est retrouvé dans une phase de déflation. Et avec des compétitions de prix extrêmement élevées. Et ce que la Chine a fait l'été dernier, c'est d'adopter des mesures qui ont été appelées des mesures anti-involution, qui ont été mises en place précisément pour arrêter cette guerre de prix, donc réélargir les marges des entreprises et redonner effectivement un nouvel élan à l'ensemble de l'économie. Donc ça, comme impact, ça a eu l'impact, c'est réduire les subventions vers ces économies-là et soutenir les ménages en parallèle. Donc ma vision, c'est que les mesures sont pas très bonnes pour l'activité à court terme, mais en revanche, c'est des mesures qui font extrêmement de sens pour le moyen long terme. Et donc, voilà, je reste. Ça importe aussi même pour l'investisseur, a priori. C'est ça. Exactement. On a peu de temps, mais il y a une zone que je veux absolument couvrir avec toi, puisque tu sais que je l'aime bien. On avait parlé hier quand on s'est vu. C'est l'Europe centrale et orientale, notamment la Pologne, mais pas uniquement. On voit que c'est cette zone, finalement, en Europe, a des chiffres de croissance qui sont très bons. Alors la Hongrie ralentit un peu, mais effectivement la Pologne est sur une zone de croissance extrêmement bonne. Le marché boursier aussi qui se porte très très bien. Stabilité des devises, en tout cas face à l'égard de l'euro et du dollar. Comment on explique ça? Alors il y a une partie fonds européens qui sont bien utilisés, ça on le sait. Mais quels sont les autres facteurs qui expliquent ce succès un peu d'Europe centrale et orientale? Alors, si on reprend la grille de lecture que j'ai mentionnée auparavant, initialement, on s'est retrouvé en 2024, c'est dans un monde où le commerce mondial allait très bien, mais le dollar était encore fort et les taux étaient élevés, les prix des matières premières étaient bas. Donc on était dans un monde où on tendait à favoriser les manufacturiers, créditeurs et ouverts. Le problème des pays de l'Est, enfin de l'Europe de l'Est, c'est qu'ils sont largement débiteurs. Donc dans un monde effectivement où le dollar est fort et des taux d'intérêt élevés, c'est encore pas une zone qu'il fallait nécessairement favoriser. À l'inverse des pays asiatiques qui étaient typiquement là le groupe de pays à favoriser. En début 2025, on s'est retrouvé justement dans cette configuration où les taux baissaient, le dollar est devenu faible. Donc c'est là où on a commencé à se dire là c'est fantastique, il faut y aller. Et le deuxième élément qui est venu, mais 2 mois après ces premières observations, c'est ces annonces de plomb très très forts au niveau de l'Union européenne et en particulier de l'Allemagne.
Et donc là, c'est un nouveau thème qui vient effectivement soutenir le rebond cyclique des pays de l'Europe de l'Est, avec des expositions que ces 3 pays ont vers l'Allemagne, qui est colossale. Enfin, on parle de... Pour la République tchèque, notamment. Exactement. Donc la République tchèque est celle qui est le plus exposée. Ouais. Mais les 3 pays ont entre 25 et 30% de leurs exportations qui vont vers l'Allemagne. Comme la République tchèque est le plus petit, c'est celui pour qui ça va le plus impacter son PIB. Mais la Pologne, on est quand même avec des exportations allemandes qui représentent 6 à 7% de son PIB. Donc, si on pense à des importations allemandes qui pourraient monter de 5-10%, on parle de 0,3-0,6% de croissance en plus en Pologne. Donc une zone vraiment à surveiller. Absolument. Si je dois conclure sur cet aspect. Merci beaucoup Patrick, qui venait notamment de Suisse, donc juste exprès pour l'interview. Donc je te remercie énormément d'être venu.